Donc bonjour encore, c'est la dernière conférence et nous sommes très heureux d'accueillir toute l'équipe quasiment de La Nuit du 12. Donc il faut savoir que La Nuit des 12, il a gagné 7 Césars et aujourd'hui avec nous, j'ai hâte de vous présenter Barbara Letellier qui est productrice associée hors de cours et membre aussi du conseil d'administration Ecoprod. Bonjour Barbara. À côté de Barbara, Bastien Bouillon, donc acteur français, Bastien qui a aussi remporté César de meilleur acteur, donc pour La Nuit du 12. Bonjour. Bonjour, presque meilleur espoir. Mais... Ah oui, c'est toujours le mot presque. Et aussi avec nous, un grand plaisir, Michel Barthélémy, production designer et décor du cinéma. Bonsoir. Donc de notre côté, on va commencer par lancer les teasers et ensuite vous avez, ce sera une magnifique discussion avec Barbara, Bastien et Michel sur La Nuit des 12, comment ils ont organisé différents points de vue de production. Et aussi, n'hésitez pas, à la fin, vous pouvez poser quelques questions, donc préparez peut-être déjà et voilà, vous avez une magnifique opportunité d'avoir toute l'équipe devant vous. Donc peut-être on va commencer par les teasers. Voilà. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Je voulais toujours que je lui sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi elle s'est fait tuer? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Donc, bonsoir. Donc, comme l'a dit Ursula, je suis productrice de La Nuit du 12 avec Carole Scotta et Caroline Benjo. En fait, Haut et Court est très impliqué depuis de nombreuses années en fait sur toutes les questions environnementales et beaucoup sous l'impulsion d'ailleurs de Carole Scotta qui a donc fondé la société. Et donc je suis très contente en fait qu'on parle de La Nuit du 12 parce que c'est voilà depuis on va dire plusieurs films on essaye d'être éco-responsable. Et c'est vrai que ce film, on a eu de la chance, déjà d'avoir un réalisateur, Dominique Moll, qui soit très engagé sur ces questions-là, parce qu'il n'y a rien de plus fort et dynamisant. On parlait justement du binôme producteur-réalisateur, mais d'avoir un réalisateur en fait qui est très impliqué, qui est très engagé sur ces questions, et toute son équipe. À la fois les talents, parce que ça peut être, et notamment dans la fiction, on a beaucoup parlé du documentaire et
et de la publicité, mais c'est vrai que dans la fiction, ça peut être compliqué dès lors que les talents se sentent moins concernés, ou en tout cas jouent moins le jeu de l'éco-production. Et donc là, c'était un bonheur d'avoir tous nos talents, Bastien ici présent, Bouli, qui ont vraiment permis justement en fait que on puisse fonctionner et qu'on soit tous bien conscients qu'il fallait réduire l'empreinte carbone donc du tournage. Et donc ça a permis en fait de faire plein de choses. Voilà, il n'y a eu aucune problématique sur les menus végétariens, par exemple. Il n'y a eu aucune problématique sur le covoiturage. On n'a pas eu de problématique de loge. Donc ça a été un vrai bonheur parce que ce soit côté comédien ou côté en fait technicien, on a pu vraiment, comme une jolie colonie de vacances, en fait, vivre tous ensemble. Et idem, tous les chefs de poste sur le film. Donc là, il y a Michel, qui est membre d'ailleurs du collectif Éco-Déco, et qui sont très très actifs sur toutes les problématiques de décoration. On l'a évoqué tout à l'heure, donc va pouvoir nous en parler plus précisément. Mais c'est vrai que ça a été la clé en fait de cette dynamique collective et d'avoir en fait d'être entouré en fait en majorité de personnes convaincues comme nous et motivées. On a commencé, et ça je pense que c'est, en tout cas ça a été une des clés pour ce projet, par une pré-préparation, on va dire ça comme ça, en fait très en amont, avec Dominique, en fait assez vite pour identifier en fait le lieu où il allait tourner, et que ce soit évidemment cohérent artistiquement, mais aussi d'un point de vue d'éco-production. Et on a donc choisi Saint-Jean-de-Maurienne, qui permettait, en fait, Dominique voulait une ville entourée de montagnes, donc artistiquement ça correspondait totalement à ce qu'il souhaitait, et ce site en fait permettait de concentrer en fait un grand nombre de décors en fait qui étaient sur un périmètre assez restreint, donc, et on a tous, en tout cas sur tous les extérieurs, parce qu'on a fait les intérieurs à Paris, enfin à Ivry, tout l'intérieur de la PJ, donc justement Michel vous parlera de comment est-ce qu'il a envisagé un petit peu tout ça, mais en gros toute la partie qu'on a tournée à Saint-Jean-de-Maurienne, on a les personnes se sont déplacées en train, et ensuite tout le monde a vécu à Saint-Jean-de-Maurienne, avec donc une mobilité qui était extrêmement réduite, une implication de la région très en amont, on en parlait justement aussi, donc de la région Rhône-Alpes, qui était d'ailleurs partenaire sur le film, et qui nous a aidés et à la fois à trouver donc des techniciens sur place, mais également permettre de trouver également des prestataires, des fournisseurs, parce qu'évidemment on a privilégié le circuit court, le local, les achats responsables, tout ce dont vous avez entendu parler depuis le début de cet après-midi. J'espère qu'on ne va pas être trop redondant dans les mesures qu'on a pu prendre sur le film. Et là, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un petit peu le point de vue de Bastien en tant que comédien, parce que je pense qu'il y a encore une vraie discussion et un travail à faire auprès des agents des comédiens, donc justement pour bien conscientiser cette problématique environnementale. Et donc c'est génial quand on peut être accompagné de comédiens et de talents convaincus par ça. Ça aide beaucoup. Et puis Michel, qui pareil a été un super partenaire. Et c'est vrai qu'en fait très tôt, on a discuté entre les différents chefs de poste sur toutes les mesures qu'on pouvait prendre. Michel, c'était très intéressant parce que c'est vrai que tu as pu, au début du tournage, de la prépa, envoyer un mail à toute l'équipe en disant nous, le département d'éco, on va faire ça, ça, ça. Et à la fin, tu as tiré un bilan, et ça, c'était assez passionnant, justement, de ce que vous aviez réussi à faire, et aussi
des problématiques que vous avez pu avoir, des déceptions, parce que voilà, l'important c'est de pouvoir aussi faire des efforts. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu as pu aussi tirer le bilan de ce qui avait pu être fait et de ce que finalement tu n'avais pas pu faire. Et ce qui permet justement aussi de se dire, tiens, pour le prochain film, et même pour nous, quelles leçons on peut tirer de tout ça, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire encore mieux à chaque film, même si chaque film est un prototype, chaque film nécessite une réflexion, et finalement ce temps qu'on a pris en amont de discussion avec Dominique, avec les chefs de poste, a été précieux pour trouver en fait des solutions, des idées spécifiques au projet et pour essayer de réduire au maximum notre empreinte carbone. Je ne sais pas, Michel, si voilà, tu veux toi parler de ton expérience sur le film et de ce que tu avais pu mettre en place. Oui, alors, sans vouloir tomber dans l'angélisme et dire tout ce qui a été bien et réussi sur la nuit du 12, je veux juste rapidement donner un petit peu notre historique de décorateur. Ça fait quand même... je pense qu'on a toujours été un peu écologiste dans l'âme, etc. Simplement, le monde a changé, la vision de l'écologie a changé, et les modèles économiques ont changé. Donc forcément, il y a une adaptation qui se fait petit à petit. Mais en tout cas, ces thématiques-là et la thématique de la crise, enfin de la transition écologique et les difficultés climatiques, enfin l'ensemble de ces problèmes-là qui deviennent plus prégnants depuis 2014, etc. Parce qu'avant, on a dû pas mal se battre sur des histoires de conventions collectives et sur des problèmes de studio. Mais en tout cas, on est devenu assez proactif. Alors, on fait partie d'EcoProd depuis 2009, je pense, depuis le début. Mais c'est vrai que pendant pas mal d'années, ça a été un petit module, un petit collectif qui manquait un peu de muscles et de moyens. Mais la chose positive, c'était la production de fiches par rubrique, par département, qui était une aide à la transition, ou du moins une aide à réfléchir aux difficultés de cette thématique de l'éco-responsabilité. Alors après, la première chose, je pense, qu'il faut faire, c'est de réaliser qu'il faut déjà savoir quelles sont les questions qu'il faut se poser. Parce que c'est ultra compliqué, finalement, cette histoire de comment être plus vert, comment être plus vertueux. Dans un monde qui ne va pas dans le bon sens, c'est quand même pas si facile de trouver des bonnes solutions. Mais là, on a effectivement réussi sur la nuit du 12 parce qu'il y a eu ces petits miracles-là. Déjà, il y a une production qui est convaincue, il y a un réalisateur qui se promène en vélo, il y a donc des chefs opérateurs pareil qui est issu de la montagne, il y a un amour de la montagne, il y a toutes ces choses-là. Moi aussi, je suis de la montagne, enfin bon. Et il y a l'idée de construire l'équipe qui va être la plus adaptée. Alors tout ça, ces choses-là sont assez simples, paraissent évidentes, mais elles demandent un peu de temps, en fait. Donc là, effectivement, Barbara a raison de souligner que le fait d'avoir un peu de temps en préparation, même si c'est en petite équipe, ça permet de rendre cohérent tout le projet, d'avoir le budget qui est en face, un projet cohérent avec un budget. Et avec ça, évidemment, on peut aussi prendre en compte une bonne partie des grosses interrogations et trouver des solutions. J'ai entendu dans l'après-midi une locutrice qui disait qu'on connaissait les solutions et qu'il y avait qu'à avancer, il y avait qu'à aller. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Mais on sait qu'entre l'échelle collective, qui est celle de nos institutions, l'échelle collective des productions, et l'échelle collective de l'équipe, au sein de tout ça, c'est un rassemblement d'individualités et que le plus important, enfin une chose importante, au moins à notre niveau, c'est ce que chacun va amener et ce que chacun est capable de faire, en fait. Et avec quelle obstination, parce que c'est ça que ça demande aussi, c'est pas que de la conviction, mais c'est aussi de l'obstination, on va pouvoir améliorer certaines choses. Et aussi s'apercevoir des fois qu'on se trompe, qu'on n'est pas sur la bonne... parce qu'il y a des faux amis, il y a des clichés, et donc il y a un ensemble de strates de choses qu'il faut réaliser et qu'il faut expérimenter. Donc, pour en terminer là-dessus, parce que sinon je vais monopoliser la parole, au sein des décorateurs, on est monté en association, comme la plupart des départements, et on a des petites cellules, des petits groupes de travail proactifs qui travaillent sur ce sujet d'une manière concrète. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans la mesure, dans la technocratie, on est comme tous les décorateurs, on se bat avec la matière, ou du moins on travaille la matière, on la transforme.
Donc on a fait des petits groupes de travail et on travaille depuis 2016 et on a fait pas mal de prestations, d'interventions au niveau du salon des tournages qui est devenu le Production Forum. On a présenté des stands sur ces thématiques-là. On a aidé en lien avec EcoProd à monter une ressourcerie au niveau du cinéma qui nous a permis d'avoir un laboratoire d'essai. Donc on teste des choses, en fait on teste des techniques et on s'adresse aux industriels. C'est-à-dire qu'on a besoin de réponses. Les problèmes qu'on a, nous, au niveau éco-responsabilité, c'est quand même les problèmes de la société en règle générale et de l'industrie en général, même si selon les secteurs, on est plus ou moins en avance. Nous, on bénéficie de choses qui sont faites au niveau des institutions et des ministères, qui sont des classements, des labels, des injonctions qui font avancer les choses. Mais au niveau de la base, au niveau des gens qui fabriquent, il faut aussi qu'on prenne en main, d'une certaine manière, la possibilité de changer un peu, de faire un pas de côté, de changer nos pratiques. Parce que c'est ça la difficulté, en fait, c'est qu'on est né dans le plastique, on est dans la civilisation de la voiture depuis toujours, et donc forcément, on se bat avec ces choses-là. Et donc, on a encore un certain nombre de domaines où on n'a pas de solution. Si on regarde les transports, ça va être le problème pour tous les départements. C'est aussi le problème de la société, du monde. On n'a pas vraiment de solution pour l'instant pour les transports. On est toujours avec des camions diesel, avec une personne par voiture, parce que les équipes d'éco consomment beaucoup de kilomètres pour aller chercher des choses à droite à gauche. Et puis, on s'adresse aussi à l'industrie, parce qu'on a besoin d'utiliser des matériaux de meilleure qualité, des matériaux vertueux. Actuellement, il y a plusieurs circuits, c'est-à-dire qu'il y a des circuits de matériaux de merde, matériaux qui ne sont pas labellisés, mais qui sont encore en vente. Et il y a des matériaux qui sont labellisés, qui vont être plus vertueux, mais qui sont plus chers. Donc ça, il faudrait forcément qu'on arrive à un moment donné, ou que dans les circuits, idéalement, il y ait les matériaux qui vont bien, ceux qui permettent de délivrer un travail qui, au final, aura un bon bilan carbone et sera bon pour la santé des gens qui les transforment. Parce qu'évidemment, on parle aussi de nos conditions de travail. Quand on parle d'éco-responsabilité, ça concerne le respect de la nature, le respect de la biodiversité, mais aussi la manière dont on travaille et les moyens qu'on se donne pour travailler en harmonie et en étant aussi capable d'avoir le temps d'analyser et d'identifier les différents secteurs qui concernent la transition vers l'écologie ou vers du moins des meilleures pratiques. Voilà. Donc en fait, effectivement, comme a dit Barbara, généralement en début de tournage, j'envoie un mail à toutes les équipes, enfin à tout le monde, en disant voilà, il y a des incantations, il y a des envies, etc. Mais on va essayer d'identifier les points où on peut faire mieux. Donc ça, c'est déjà un challenge qu'on se donne à soi-même. Et effectivement, après arrive le tournage, il y a des pressions, il y a du temps qui manque. Ça n'a pas été le cas sur ce film, puisque je disais qu'il y avait une très bonne cohérence entre le projet, l'équipe, les volontés, la symbiose des volontés. C'est pas toujours le cas, évidemment. Sur beaucoup de films, on se bat avec des problèmes de temps. Je pense que tout le monde sait qu'on a heureusement un plein emploi depuis la fin du premier confinement. Il y a un besoin de contenu et finalement ça fait une locomotive et donc il y a énormément de travail, les gens travaillent énormément et finalement on se retrouve avec une population qui est proche du burn-out. Il faut se poser des questions pourquoi. Et en tout cas c'est vrai que remplir la ligne éco-responsable, ça demande aussi un peu de temps parce que par exemple pour démonter un décor d'une manière éco-responsable, c'est-à-dire en visant l'économie circulaire, le réemploi, eh bien, ça veut dire qu'on va démonter plus finement et ça va prendre un peu plus de temps. Et ça va aussi impliquer qu'en amont, les décors aient été conçus pour pouvoir être démontés. Ce qui ne va pas toujours dans le sens de la technologie ou de l'intérêt du constructeur, parce que des fois, c'est beaucoup plus rapide de construire des très très grands panneaux qui vont être techniquement très intéressants, mais qui vont être impossibles à réemployer. Donc ça demande aussi de convaincre les bons faiseurs, les talents de constructeurs, de peintres, etc., qu'on peut être un peu moins disant en performance technologique, en performance technique, mais on aura une plus grande facilité de réemploi après coup. Donc vous voyez, toutes ces strates, pour moi, ça explique quand même que ce n'est pas si facile de trouver les solutions, de les identifier et de se dire qu'elles seront toujours bonnes. Alors quand je me disais que je voulais m'adresser aux industriels aussi, c'est parce qu'en fait, il y a un certain nombre de domaines où on n'a pas encore les bons matériaux. Parce qu'en fait, on est une niche et donc on ne produit pas assez, on ne construit pas assez, on ne transforme pas assez pour être intéressant pour des industriels, pour aller travailler pour nous et nous donner les matériaux dont on aurait besoin. Donc en fait, nous, on détourne des produits de l'industrie. C'est aussi pour ça qu'on est très proche du bâtiment et ce genre de choses, qu'on va utiliser du bois, de la maçonnerie, de la métallerie, etc.
Donc on a encore des problématiques pour lesquelles on n'a pas de réponse. Si on doit faire des statues géantes, on est encore capable de les faire en polystyrène, alors qu'on sait que le polystyrène, c'est du pétrole massif, même si c'est des résidus de pétrole, c'est quand même du fossile et du pétrosourcé. Mais la recherche industrielle, pour l'instant, elle travaille encore à plus de 60% pour le pétrochimique. Donc on a aussi besoin, mais toute la société a besoin qu'on se tourne sur plus de recherche et développement pour d'autres matériaux. Ce sera pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Alors donc, effectivement, pour en terminer, sur la nuit du 12, on a profité de ça, et ça veut dire que les quelques difficultés que j'ai rencontrées, puisque je peux en témoigner, puisque là on parle de travail manuel, etc., ça va être des petits problèmes de génération. C'est-à-dire que je vais avoir des gens un peu âgés dans mon équipe qui ne vont pas accepter de travailler avec des nouvelles machines qui nous permettent d'être plus vertueux. Mais en même temps, je ne peux pas complètement leur en vouloir parce que je sais qu'eux, ils travaillent depuis toujours avec une optique qui est d'utiliser le moins de produits, de toujours recycler. C'est-à-dire que c'est quand même des choses qui sont dans notre ADN. On n'a pas attendu que les journalistes titrent sur le cinéma passe au vert ou alors oulala quel gâchis dans le décor de cinéma. En fait, il y a toujours un réemploi et il y a toujours une recherche de réemploi quand on travaille dans des conditions normales avec un timing normal. En règle générale, quand on retrouve des bennes pleines de décors qui ont été pliés en morceaux et coupés en rondelles, et où là c'est vraiment du gâchis, c'est quand il y a des productions où ça va trop vite, il faut vite vider les lieux, il faut dégager les studios, donc on va massacrer le décor, le couper en rondelles et il part à la benne. Voilà, donc quand je dis dans les actions qu'on fait aussi, on fait des petites vidéos sur nos pratiques, sur comment on peut améliorer avec des nouveaux systèmes, on fait des vidéos sur par exemple où vont nos déchets, donc on va suivre une benne qui part des studios de Brie-sur-Marne et on va aller jusqu'à la déchetterie pour voir ce que ça devient. On fait des petites vidéos, on a interrogé nos studios pour savoir comment ils géraient les déchets, parce qu'il faut savoir que quand j'ai identifié le problème des transports, mais le problème des déchets, c'est une filière qui est complètement débordée, quoi. Donc c'est difficile de trouver les... Donc la meilleure solution, c'est de faire le moins de déchets possible. Mais c'est valable aussi chez soi, en fait. Hein. Et donc, le final de ça, c'est que quand on me pose la question de savoir si ça coûte plus cher de construire en étant éco-responsable, en fait, à long terme, certainement pas. À long terme, on va faire beaucoup d'économies avec l'éco-responsabilité parce qu'il y aura beaucoup moins de déchets. Les déchets seront mieux gérés et il y aura du réemploi. Par contre, pour l'instant, il y a une ligne qui demande d'avoir un peu plus de temps pour prendre en charge toutes ces problématiques-là. N'est-ce pas, Barbara ? Tout à fait. On y travaille et tu n'as pas parlé aussi du temps qu'il faut aussi consacrer à la formation. Voilà. Et toi, je sais que tu y consacres pas mal de temps. Et peut-être juste pour conclure, comme je vois que là on arrive au bout et que je sens que tout le monde a peut-être envie d'aller boire un verre, on essaye de réfléchir. Alors il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle CUT, Cinéma Uni pour la transition, voilà, sous l'initiative et l'impulsion de Jérémy Régnier, d'ailleurs comédien, pour essayer de réfléchir en fait à des chartes département par département. Et c'est vrai que nous, au sein d'Oécourt, on essaye voilà, d'être dans une réflexion, d'avoir une charte en début pour chaque tournage. Alors après, avec une espèce de guideline pour permettre, en fait, très en amont, de poser des règles, de poser des bases, de discuter avec les différents chefs de poste, de discuter avec les agents et pour avoir une base un peu solide pour rentrer en production. Et après, évidemment, à adapter projet par projet, comme je disais, qui sont à chaque fois des prototypes. Et peut-être le mot de la fin, Bastien. Oui, parce que le champagne a sauté, voilà. Alors tout le monde a tourné la tête. Non, mais alors, moi je suis comédien, alors sans vouloir dénigrer mon corps de métier, c'est vrai que notre fenêtre de tir à nous, elle est beaucoup plus individuelle et sans mauvais jeu de mots, c'est oui, jouer le jeu insufflé par la production, le réalisateur qui donne souvent le là du film, pas seulement sur le plateau, mais on peut comparer ça à une espèce de gourou qui voilà, c'est aussi une expérience humaine et sociale, un tournage. Mais je pense que ça doit passer par, évidemment, l'abandon de certains petits privilèges qu'on a. Alors, privilèges, déjà, ça dépend des exigences de chacun. On est tous très différents.
Et même à l'intérieur de ces privilèges, je ne sais pas, on pourra parler du pick-up en taxi, voilà, alors que beaucoup d'autres corps du métier se débrouillent seuls pour venir. À la fois, c'est un privilège, donc quand on est logés tous au même endroit, évidemment, on peut partager, et je pousse mes collègues qui m'entendent à partager un 9 places tous ensemble, mais sinon, quand on n'est pas logé au même endroit, oui, on a des pick-up, souvent individuels, c'est un privilège. Il faut savoir que c'est aussi une manière pour la mise en scène d'avoir la main mise sur nous, parce que si on est dans le métro sans réseau et que ça bloque et qu'on a une demi-heure de retard, on va faire stresser 60 personnes, que si on décide de venir en vélo et qu'on se tord la cheville, là, c'est pas 60 personnes, c'est on va mettre au chômage, bon, bref. Donc voilà, mais en tout cas, oui, sur des exigences un peu bas du front que peuvent avoir mon corps de métier, sans vouloir citer personne. Mais oui, je pense qu'on a effectivement des efforts et on doit se déconstruire, sensibiliser à l'écologie. Et peut-être un jour viendra où des comédiens refuseront de travailler avec une telle production parce qu'elle n'est pas dans la charte ou n'a pas une sensibilité comme ça. Ou peut-être après, les lois de financement des films sont compliquées, donc on ira toujours chercher des stars, même si ou à elle l'inverse, marche une dessus. production. Mais voilà, une production pourrait refuser de ne pas travailler avec c'est pour ça que je disais, les lois du financement sont impénétrables. Donc si c'est une star et qu'il n'est pas du tout écolo, il faudra que la production et le réalisateur soient forts pour lui dire non. Mais bref, voilà, bon pop. Eh ben merci.